Monsieur le recteur de l'Académie de Grenoble, Monsieur le président de l'Université Grenoble-Alpes, Monsieur le président du réseau des INSPE, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers partenaires, c'est pour moi vraiment un grand plaisir d'organiser pour la deuxième fois le Printemps de la recherche en éducation. Et cet honneur est d'autant plus il est doublé puisqu'il est organisé cette année à Grenoble, à l'INSPE de l'Académie de Grenoble, et plus précisément au pôle de l'éducation qui regroupe l'École académique de la formation continue et l'INSPE. Alors ce pôle, il a une particularité importante puisqu'il crée des conditions pour des relations entre l'Université Grenoble-Alpes et le rectorat. Et je pense que c'est une chance pour nous d'avoir ce lien direct sur le domaine universitaire pour essayer de développer la recherche collaborative entre le terrain et l'université. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Après les fortes chaleurs de la semaine dernière, j'ai tout fait pour qu'on s'arrange cette semaine pour avoir un peu de la fraîcheur, même s'il peut faire chaud ici dans l'amphi, mais il fait meilleur cette semaine que la semaine dernière. Alors pour cette nouvelle édition, le Printemps de la recherche propose d'interroger la place de l'intelligence artificielle dans la formation et les pratiques enseignantes. Alors cette photo que vous avez ici, simplement, elle date de 1965 ou 66, où on peut, je pense que c'est 66, où des enseignants s'inquiétaient par rapport à leur métier, par rapport à l'introduction des calculatrices. Alors, c'est uniquement les calculatrices dans des classes et ça inquiétait les enseignants de maths de primaire. Alors, est-ce que nous vivons la même situation? Non, ce n'est pas la même, elle est très différente. Alors, on peut dire qu'il y a des inquiétudes, certes, mais la question se pose autrement. Elle se pose autrement parce que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative, plus particulièrement ou pas, elle pénètre toute la société. Ce n'est pas que l'école primaire, ce n'est pas que le collège, c'est toute la société. Elle s'impose, ce n'est pas un choix, elle s'impose à nous. Seulement, on doit se poser la question, c'est comment l'interroger? Comment interroger la place de l'intelligence artificielle dans la formation et les pratiques enseignantes? C'est notre devoir, c'est notre rôle. Et pour ce printemps de la recherche, nous avons choisi de croiser plusieurs perspectives qui constituent des axes pour le déroulement de ces 2 journées. Le premier axe, c'est des enjeux éthiques, sociétaux et de développement durable. On l'a placé au premier niveau. Les articulations possibles entre l'IA et l'éducation autour de l'esprit critique, de l'inclusion, du développement et de la métacognition. Le troisième axe, c'est les transformations de la place et des pratiques d'évaluation, qui est souvent le premier élément qui vient de la part des enseignants, c'est le problème de l'évaluation. Vous avez vu, on n'a pas commencé par cet axe. Les spécificités liées aux différents publics enseignants. Est-ce qu'on aborde le problème de la même façon pour l'enseignement primaire ou secondaire, voire universitaire, puisqu'on est concerné, puisqu'on forme à l'université du côté des INSPE. Et au cœur de tout cela, la question de l'humain, qu'on ne doit pas l'oublier. Alors si ça arrive à la fin de cet axe, dans cet ordre, c'est tout simplement, on a voulu que l'ensemble des premiers axes viennent nourrir le dernier. Ainsi, dans quelle mesure l'IA transforme-t-elle le rôle de l'identité professionnelle des enseignants? Quelle place conserve l'enseignant dans une école où les technologies occupent ou vont occuper une place importante? Il occupe à l'intérieur, mais aussi depuis l'extérieur, et pas seulement de l'intérieur. Et c'est dans ce sens-là que nous avons voulu articuler le thème de l'intelligence artificielle et l'éducation avec un second thème, celui du métier de l'enseignant. Ainsi, le métier de l'enseignant est traversé depuis longtemps par des questions sur son identité par rapport à la mission de l'enseignant, mais aussi des enjeux qui évoluent et son rôle qu'il doit remplir dans sa mission. L'intelligence artificielle vient aujourd'hui bouleverser ce métier à son tour et à une vitesse croissante. Le printemps se propose d'abord d'aborder ces questions en lien avec les conférences de comparaison internationale du CNESCO. On a souvent essayé d'articuler
les thématiques de l'UNESCO avec le Printemps de la recherche. Cette édition a fait le choix d'une ouverture à l'international afin de comparer nos approches, de partager des questionnements et de mettre en perspective les recherches menées autour de ces enjeux cruciaux. Ainsi, cette année, 2 pays, et c'est pour la première fois qu'on va le faire, 2 pays ont ainsi été mis à l'honneur et associés tout au long du processus, depuis le COPIL qui a mis en place tout le travail jusqu'au déroulement, c'est le Canada et le Maroc. Et je vous souhaite la bienvenue. Comme les années précédentes, cet événement s'inscrit dans un temps long et ne se résume pas à ces 2 journées qu'on va vivre aujourd'hui et demain. En effet, il a démarré le 12 mars. Il a démarré le 12 mars avec un cycle de 12 webinaires. Et je peux vous dire qu'il a connu un succès énorme. Je vais donner quelques chiffres. 2654 participants en direct. Il y avait 5800 inscrits. Mais ce qui nous compte, c'est le nombre de participants, 2600. Mais pas seulement, puisque par la suite, tout peut être vu en replay sur notre chaîne YouTube. Et à ce jour-là, 4000 vues. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous retrouver ici en présence pour poursuivre la réflexion, le questionnement de cette thématique. Et nous avons voulu que ces 2 journées soient ouvertes, dynamiques, riches, mais aussi de débat. C'est le rôle de l'université, c'est de questionner, de débattre. Mais avant que je présente le programme de ces 2 journées, je donne la parole à Monsieur le Président du réseau des INSPE, Alain Frugière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Hamid. Alors, Monsieur le Recteur, Monsieur le Président, cher Hamid, chers collègues, chers amis. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi de co-accueillir, co-ouvrir aujourd'hui donc, à l'INSPE de l'Académie de Grenoble cette nouvelle édition du Printemps de la recherche en éducation. Rendez-vous qui est désormais incontournable, bien évidemment, de notre communauté scientifique et professionnelle. Alors, durant ces 2 journées, tu l'as dit, nous allons partager nos travaux, confronter les analyses, nourrir une réflexion collective autour des transformations contemporaines de l'éducation, de la formation des enseignants et des CPE, des psychologues de l'éducation nationale. Alors, cette édition 2026, je ne vais pas reprendre les propos fort justes d'Hamid à l'instant, nous invite notamment donc, à explorer les multiples enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle et aux évolutions du métier d'enseignant, de CPE et de psychologue dans ce contexte de profonde mutation sociale, technologique et institutionnelle. Alors, je ne vais pas faire un long discours, mais quelques mots de remerciement avant tout. D'abord, bien évidemment, au recteur, au président de l'université, d'être présent. Je crois que c'est important quand même, c'est symbolique, c'est pas que symbolique, mais ça l'est aussi, et ça montre à quel point la mission qui est la nôtre, de former des enseignants, des CPE, des psychologues, je l'ai dit, est importante pour l'État, pour nos tutelles, pour notre université. Et le choix que la formation des enseignants ait lieu à l'université, c'est un choix, je crois, que nous défendons toutes et tous pour des raisons évidentes. Je n'y reviens pas maintenant. Alors, remerciements aussi, bien évidemment, tout particulièrement au CNESCO, qui, tu l'as cité, qui est notre partenaire habituel et naturel, et en son sein à Olivier Costefroy, qui doit être par là, que j'ai croisé tout à l'heure. Oui, pardon, on s'est croisé tout à l'heure. Ben, merci beaucoup. Coordinateur du exécutif du CNESCO, membre du comité de pilotage, pour cet engagement constant en faveur du dialogue, de la recherche, bien sûr, de la formation et des politiques éducatives. Vraiment, merci. Merci aussi, bien évidemment, au réseau thématique d'éducation du CNRS, et tout particulièrement, spécialement à Nicolas Vibert. Je ne sais pas si il est là, je ne l'ai pas vu. Oui, pardon. Merci beaucoup, vraiment. Donc, responsable du RT Éducation, membre du comité de pilotage, et l'implication, je crois, contribue vraiment au rayonnement scientifique de notre manifestation de ces jours-là et tout ce qui a précédé, tu l'as dit. Mes remerciements, bien sûr, vont également au ministère de l'Éducation nationale, c'est une évidence. C'est notre partenaire naturel, mais qui a inscrit, et je tiens à le souligner, au plan national de formation cette journée. Et en particulier, je remercie François Vandenbroek et Guillaume Azema de la DGESCO pour leur soutien confiant, habituel, le travail qu'on a régulièrement. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, bien évidemment, doit être remercié. En particulier Pascal Gosselin et Anna Martineau, qui sont à la DGCIP et avec qui, là encore, on travaille, je dirais, au quotidien depuis des années et des années, et qui sont vraiment
des appuis fidèles de toutes les initiatives du réseau des INSP, et en particulier de celle-là. Je salue bien évidemment nos différents partenaires, et en particulier nos partenaires internationaux, tu l'as dit à l'instant, nos collègues du Maroc qui sont là, et présents et aussi fidèles, et merci beaucoup. Donc le Centre national du professorat du Maroc, son directeur, avec qui j'ai pu échanger il y a quelques instants, M. Nouren El Mazouni, aussi également Mme Bouchara El Andalouzi, membre du comité de pilotage, bien évidemment, là encore, toute la délégation, je ne peux pas citer tout le monde, mais vraiment merci. Puisqu'on a les partenaires internationaux, également nos collègues qui sont, je les ai vus, ils sont passés, nos collègues du Canada qui sont là-bas, que je suis heureux de saluer, donc de l'Université Moncton au Canada, donc M. Mathieu Lang particulièrement, qui est le doyen de la faculté d'éducation, membre aussi du comité de pilotage, et M. Victor Friedman, qui va nous faire le plaisir de participer dans quelques instants à la table ronde. Donc merci beaucoup pour votre présence à vous aussi. Nos partenaires historiques, ils sont là aussi également, je ne vais pas tous les citer, mais bien sûr CASEN, Maïf, MGEN, qui soutiennent fidèlement le Printemps de la recherche et de l'éducation depuis sa création, depuis donc 2015, depuis quasiment l'existence des SP puis des INSP, et qui contribuent toujours activement à cette réussite. Alors, pour terminer les remerciements, Hamid, bien évidemment, Chachois, que je remercie vraiment de son accueil, donc directeur de l'INSP de l'Académie, c'est de Grenoble, il est inutile de le dire, vice-président du réseau des INSP, également en charge de la recherche. Au travers, Hamid, bien sûr, l'ensemble des équipes, je crois, des équipes de l'INSP qui nous accueillent vraiment remarquablement ici. On peut le constater tous et tous. On est là depuis hier déjà, donc on a déjà pu constater l'avantage d'être ici dans un endroit qui est quand même magnifique, entouré de montagnes. On voit la chance que vous avez quand même de travailler dans certaines conditions de travail. Il y a quand même une injustice territoriale au final. Je ne sais pas si on doit... C'est bien de venir ici parce qu'on va repartir plein d'images magnifiques. Donc merci beaucoup pour le travail d'organisation, bien sûr. Voilà, on reviendra, on va prendre date pour la prochaine fois. Donc Isabelle Jacquelin-Cotte et puis Camille Pernaud, bien évidemment, pour l'investissement, leur disponibilité et leur professionnalisme, qui ont largement contribué à la réussite de ces journées. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe du réseau des INSP, l'équipe du réseau des INSP, en particulier à Marianne qui est là, qui, comme tous les ans, avec la même efficacité, rigueur et professionnalisme, assure la réussite. Vraiment, merci. C'est vraiment aussi du fond du cœur. Bien évidemment, merci donc. Et en plus, tu as mis la fraîcheur avec nous. Donc vraiment, je crois qu'on peut rien dire d'autre que de saluer. Donc voilà, pour conclure, le Printemps Recherche et Éducation est devenu donc au fil des années un espace quand même privilégié de rencontres entre chercheurs, formateurs, étudiants, doctorants, responsables institutionnels et partenaires de l'éducation. C'était vraiment la notion même de réseau quand il a été créé en 2013. J'étais déjà là et je me souviens quand il a été créé avec son premier président, Jacques Chinestier, que je salue vraiment aujourd'hui. Je sais tout ce qu'il a contribué à faire pour la réussite. C'était de faire ce qu'il en est aujourd'hui. On peut qu'être heureux de cette réussite. Dans la période, bien évidemment, actuelle, le système éducatif sont confrontés à de nombreux défis et je ne suis pas prêt de s'arrêter. Il est plus que jamais essentiel, je le crois en tout cas, de renforcer les liens entre la recherche et l'action, la production de connaissances et leur mise au service de la formation des enseignants, des CPE, des psychologues. Et au final, tout ça, on est là, bien sûr, en cercle savant, etc., mais on a un objectif qui est quand même la réussite des élèves, la réussite de tous les élèves. C'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous anime depuis toutes ces années, et c'est pour eux, pour elles et pour eux que nous sommes là. Voilà, je formule un vœu, donc, et je ne doute pas que ce soit le cas, de la réussite de ces 2 journées, de ce débat scientifique stimulant et qui va nous ouvrir plein de perspectives. Voilà, encore... ah oui, puis j'ai oublié, bien évidemment, j'encourage les doctorantes et les doctorants au prix, quand même, je ne peux pas ne pas en parler, du post-doctorant Jacques Chinestier, dont je parlais tout à l'heure, cette 10e édition. Et ça illustre, je crois, si besoin, mais je crois qu'il n'y en a pas besoin, mais la vitalité, bien sûr, de cette recherche et d'éducation. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence, qui est quand même extrêmement importante. Et merci encore, je laisse la parole. Merci, Président. Donc, je passe la parole à président de l'Université Grenoble-Alpes, Yacine Laknecht. Merci, Hamid. Bonjour à toutes et à tous. Je m'associe aux salutations, aux remerciements. Donc, je prends un raccourci et je vais commencer directement. Alors, j'ai préparé un discours, mais plutôt, je vais peut-être commencer différemment. Je verrai si je raccroche au discours ou pas.
Ce que je veux d'abord en profiter, je dois le faire, c'est une obligation pour moi, de vous présenter un petit peu l'Université Grenoble-Alpes rapidement, et après je ferai quelques réflexions sur l'IA. Je peux me permettre de le faire parce que je suis moi-même informaticien, plutôt informaticien théoréticien, et plutôt quelqu'un qui a travaillé sur des questions de calculabilité, distabilité, complexité, tout ça, etc. Pour juste, ça sera une réflexion très courte pour essayer d'alimenter un petit peu votre réflexion derrière. Alors, on vous accueille ici dans un des campus de l'Université Grenoble-Alpes. Le campus de domaine universitaire, c'est considéré comme un des 5 plus beaux campus européens. Il y a eu des classements là-dessus par rapport à ça. C'est le plus grand refuge pour les oiseaux du département. C'est un lieu de biodiversité. C'est un lieu de... on a un parcours artistique. Bon, voilà. Donc, c'est un campus multifonctionnel et qui accueille le week-end des familles qui viennent faire des pique-niques, des enfants qui viennent apprendre à faire du vélo, etc. Bon, voilà. Donc, c'est un campus. Donc, après, l'université, au fait, si vous prenez la ligne B du tramway, tout au long de la ligne, c'est l'université de partout, du polygone, quand vous ne venez pas de Lyon. Après, il y a le centre-ville, et après, le site santé, et après, ici. Et puis, nous avons Valence, qui est le plus grand campus délocalisé en France, 5000 étudiants. Et pourquoi Valence, qui nous coûte assez cher, mais c'est parce que c'est grâce au campus Valence que beaucoup d'étudiants font finalement des études, sinon ils ne le feraient pas. Voilà, par rapport à ça. Donc c'est une des missions de l'université. Alors l'université Grenoble, c'est 55 000 étudiants, dont 10 000 étudiants étrangers. Je ne vais pas partir sur la question des droits étrangers, mais si vous voulez, je peux vous en dire la position de l'UGA par rapport à ça. Donc je disais 10 000 étudiants étrangers, 3 000 doctorants et doctorantes, dont la moitié à peu près sont étrangers, 14 000 personnes qui contribuent aux missions de l'université, ne sont pas tous employés par l'université, qui contribuent à la mission et qu'on appelle personnel de l'UGA. Les personnes de l'UGA incluent tout ce monde-là, donc les gens du CNRS, du CEA, d'INRIA, etc. 14 000 personnes, la moitié académique, la moitié personnelle en appui aux missions, que ce soit techniques ou administratives. Un budget annuel de 750 millions d'euros, un capital de 1,4 milliard dont on bénéficie chaque année des intérêts garantis par l'État. On couvre essentiellement toutes les disciplines. Et puis très rapidement sur les aspects recherche, le Grenoble, c'est à peu près 0,5% de la population de la France. On produit 5,2% de la production scientifique de la France. Donc c'est un rapport de 10, rare à trouver dans le monde entier par rapport à ça. Donc Grenoble est une ville de sciences et de technologies très intense. C'est la plus grande densité en termes de brevets par personne. C'est la plus grande densité en France en termes de personnes qui travaillent dans la recherche au R&D par mètre carré. C'est la première ville qui parle l'anglais en France. Elle était le deuxième, elle est passée première cette année. Et avec une concentration très, très, très importante de sciences et techno. Et puis, toute l'histoire de Grenoble est jalonnée par des interactions avec la science et la technologie. L'UGA est l'université classée numéro 1 en Europe en termes d'innovation. C'est nous qui déposons le plus de brevets. 166 startups actuellement actives qui sortent de nos laboratoires, avec les emplois d'air qui sont créés par rapport à ça. Bon, je ne vais pas m'attarder plus sur la présentation de l'Université Grenoble-Alpes. On est classé dans les 3 premières universités françaises en termes de classement internationaux disciplinaires. Bon, je vais arrêter là. Sur l'IA, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on sait mathématiquement, ce qui est établi, c'est qu'il n'y a pas un seul problème qui peut être résolu par l'IA qui ne peut pas l'être par l'humain. Ça, c'est indiscutable, c'est un théorème. D'accord ? Ceux qui s'intéressent, je peux leur faire la démonstration, mais c'est indiscutable. D'accord ? Alors, je ne parle pas de rapidité, je parle d'un problème qu'on peut résoudre par les autres. Donc, tout problème qui peut être résolu par l'IA peut être résolu par l'humain. D'ailleurs, le théorème de Rice, il dit qu'il n'y a que les problèmes triviaux qui peuvent être résolus par un programme informatique. Trivial dans un sens mathématique. Je ne suis pas en train de dénigrer ma discipline, parce que je peux développer derrière, mais c'est un théorème. Ça aussi, c'est indiscutable. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, ou ce qu'on sait, c'est que si on fait l'hypothèse que l'humain est un système discret et borné, alors il y a équivalence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Par contre, on ne sait pas si cette hypothèse-là, elle est vraie ou pas. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait des problèmes que l'humain peut résoudre, que l'IA ne peut pas résoudre. Maintenant, il y a la question de la rapidité. Ça, c'est un autre sujet.
je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vous dire juste, je pense que dans la réflexion, c'est utile de prendre 2 éléments. En tout cas, moi, quand j'y réfléchis, je les prends toujours. Un qui a été mentionné par Hamid, c'est la calculatrice. Quel est l'impact de la calculatrice quand ça a été introduit? Deuxième, c'est la voiture. D'accord? A priori, toute distance qui peut être faite par une voiture peut être faite par un humain. Après, c'est une question de temps, etc. C'est une question de temps. C'est la rapidité. C'est l'autre peut-être analogie qui peut être faite. Voilà. Donc, je m'arrête là dans ma contribution. Si c'est utile, je ne sais pas si c'est utile, par rapport à la réflexion. Voilà. Ensuite, ce que je veux dire, que la recherche en éducation n'est pas une discipline parmi d'autres. Et c'est comme ça qu'on le prend à l'UGA. Pour nous, c'est une discipline essentielle parmi ça. Alors pourquoi? Et personnellement, j'en suis extrêmement convaincu. C'est aussi en lien avec mes origines. Elle est au sens plein du terme une recherche sur nous-mêmes, sur la manière dont les sociétés se reproduisent, se transforment et se dépassent. Personnellement, je suis convaincu qu'une société saine, elle est basée sur 2 piliers, l'éducation et la santé. D'accord ? Elle interroge les conditions dans lesquelles le savoir se transmet, les inégalités qui traversent l'acte d'apprendre, les leviers par lesquels une génération prépare celle qui lui succède. En ce sens, elle est une recherche profondément politique, au sens noble du terme, politique ou au sens stratégique. Depuis plusieurs décennies, ce champ a considérablement maturé. Les sciences de l'éducation ont su nouer des dialogues féconds avec la psychologie du développement, la sociologie des inégalités, les sciences cognitives, la didactique discipline, et plus récemment, et c'est encore en cours, les sciences du numérique, et notamment l'IA. Mais le numérique n'est pas que l'IA. Le numérique, il est beaucoup plus que l'IA. Ce mouvement d'interdisciplinarité n'est pas anecdotique. Il traduit la complexité irréductible des phénomènes éducatifs. On ne peut comprendre l'apprentissage sans en saisir simultanément les dimensions cognitives, sociales, institutionnelles et culturelles. La recherche en éducation est par nature transdisciplinaire ou elle n'est pas. À l'Université Grenoble-Alpes, cette conviction n'est pas un vœu pieux. Elle s'incarne dans un écosystème de recherche d'une remarquable densité. Des laboratoires comme le LIDILEM, le LIP, le GESCOP, le LIG et autres, je prends des risques là, ou encore les équipes impliquées dans les projets autour de l'inclusion, de Pégase, de numérique éducatif et des apprentissages scolaires contribuent à faire de Grenoble un site d'excellence dans ce domaine. Et je remercie ici le rectorat d'Académie pour les collaborations très fécondes que nous avons sur ces sujets-là. Notre université dispose de la masse critique, des infrastructures et des partenariats avec les collectivités, avec les établissements scolaires, avec nos partenaires internationaux, pour que cette recherche soit non seulement rigoureuse, mais véritablement utile. Juste, je salue particulièrement nos amis canadiens. On a signé hier un accord stratégique avec l'université de Sherbrooke, dans lequel l'éducation est un des axes de collaboration par rapport à ça. Et c'est ici qu'intervient une question qui nous tient à cœur. Quel est dans cet écosystème le rôle des INSPE? Les instituts nationaux supérieurs de professorat et de l'éducation occupent une position singulière, parfois méconnue, toujours stratégique. Ils forment les enseignants de demain, ce qui est déjà considérable. Au fait, ils forment ceux qui vont faire la société de demain, la façonner. D'accord? Et c'est important d'avoir ça. Mais leur vocation, telle que la loi l'a définie, et telle que nous souhaitons la porter ici à Grenoble, est bien plus large. Les INSPE sont des acteurs à part entière de la recherche en éducation. Ils articulent de façon unique la formation initiale et continue des enseignants avec la production des savoirs sur l'acte d'enseignement lui-même. Cette articulation n'est pas facile à maintenir. Elle suppose que les formateurs soient eux-mêmes des chercheurs ou qu'ils travaillent en lien étroit avec des équipes de recherche. Elle suppose que la réflexivité sur les pratiques professionnelles soit cultivée dès la formation et non ajoutée après coup. Elle suppose enfin que l'université assume pleinement son rôle d'interface entre la recherche fondamentale et les enjeux concrets du terrain scolaire, entre les avancées scientifiques sur les apprentissages et les gestes du praticien dans sa classe. À Grenoble, nous croyons que cette articulation est non seulement possible, mais nécessaire. Elle est d'abord parce que les défis contemporains de l'éducation, la grande hétérogénéité des publics, la montée des difficultés liées à la santé mentale des élèves, la transformation des pratiques par le numérique, les enjeux de l'éducation au développement durable, appellent des réponses qui ne peuvent être ni empiriques au sens étroit, ni purement théoriques. Elle est ensuite parce que la qualité de la formation des enseignants est l'un des déterminants les mieux établis de la réussite des élèves. Investir dans la recherche portée par et pour les INSPE, c'est donc en dernière analyse investir dans l'égalité des chances. Notre ambition à l'Université Grenoble-Alpes est de faire des INSPE ce qu'ils devraient être, non pas des appendices administratifs de la formation, mais des lieux vivants de la production de savoir sur l'éducation.
Des lieux où les futurs enseignants apprennent à interroger leurs pratiques avec les outils de la recherche. Des lieux où les chercheurs trouveront dans le terrain scolaire des questions que les laboratoires seuls ne sauraient formuler. La recherche en éducation a un destin commun avec la société qu'elle étudie. Celui de ne jamais pouvoir se satisfaire de ses acquis, de toujours devoir recommencer à apprendre. C'est, je crois, sa plus belle qualité. Merci. Merci. Merci, le Président. Je donne la parole à Monsieur le recteur de l'Académie de Grenoble. Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je vais essayer de ne pas abuser de votre temps en vous disant très sincèrement le plaisir réel, vraiment un plaisir réel qui est d'être présent avec vous aujourd'hui. C'est toujours d'ailleurs un plaisir, le président de l'université le sait, de venir dans des locaux universitaires. Mais alors ici à l'INSPE, j'ai croisé des visages d'anciens amis, ce qui prouve que le temps passe. Ben oui, certains étaient à l'université d'Auvergne. À l'époque, j'étais plus jeune que vous rendez compte? Voilà. Et puis René Serge, c'est toujours un véritable plaisir de croiser René Serge Denive, le directeur de l'INSPE. Incontestablement, avant Grenoble, ma plus belle mission professionnelle. Et puis Pascal Brand-Pomarès, que je n'ai pas vu depuis bien longtemps, et ça me fait toujours plaisir. Bon, on a beaucoup de chance quand on est recteur de l'Académie Grenoble. Vraiment beaucoup de chance, parce que il existe réellement, et ce n'est pas des mots, alors le terme est galvaudé, un véritable écosystème autour de l'éducation et de la recherche en éducation. Franchement, ce n'est pas des mots, c'est des réalités quotidiennes. La qualité, je tiens à le dire, parce que voilà, nous sommes en train de travailler par ailleurs sur de nouvelles réformes, hein, monsieur le directeur. Mais enfin, travailler sur de nouvelles réformes dans un tel contexte, c'est vraiment un bonheur quotidien. Et je salue d'ailleurs les personnes du rectorat qui travaillent sur la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants. Parce que là, il y a vraiment une coopération qui est très fréquente. Recherche et éducation, évidemment, c'est un sujet absolument fondamental. Et ici, je disais, on a beaucoup de chance, puisque nous avons ce pôle de recherche autour de l'éducation, pôle Pégase, voilà. Pégase, pôle pilote de formation et de recherche pour l'éducation, qui en est, je crois, à sa 6e année d'existence, et qui est un des principaux outils qui permet d'aller encore plus loin sur la nature des relations entre le déploiement des politiques éducatives tous les jours dans nos classes et puis les résultats de la recherche. On a beaucoup de chance, peut-être trop de chance, Nissa Faugière. On est trop riche, on a trop de ressources. Je dis ça, je m'adresse à Nissa parce que son job, c'est justement de mettre un peu d'ordre dans tout ça. On a beaucoup, beaucoup de ressources. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est peut-être d'arrêter de produire des ressources et de ne pas simplement faire de la dissémination, pas seulement de la dissémination, mais vraiment que ces ressources produites dans cette interaction féconde entre la recherche et l'académie produisent des résultats à l'échelle. À l'échelle. Pas seulement pour ceux qui ont la plus forte appétence, pas seulement pour ceux qui sont le plus intéressés, pour le maximum de classes, le maximum d'écoles, le maximum de collèges, le maximum de lycées. Donc vous voyez, c'est un discours de riche que je tiens ici. Les ressources, elles sont là, les compétences, elles sont là. L'enjeu, c'est de les traduire à l'échelle au sein de nos classes. Voilà. Alors, sur IA et éducation, je suis filmé. Je ne sais pas si j'aurais dû accepter d'être filmé. Je suis filmé, je suis entouré de spécialistes. Je suis content de ce que tu as dit, parce que je crois vraiment que la question de la temporalité, pour moi, c'est la question essentielle. Je me présente quand même, je suis économiste, professeur agrégé des universités. Je suis ancien président d'université. J'ai été inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et je suis aujourd'hui recteur. Alors, ce n'est pas pour le plaisir de vous dérouler mon CV, c'est parce que le regard que j'ai sur l'IA, c'est le regard de quelqu'un qui a eu ses expériences professionnelles et qui ne connaît rien, strictement rien à l'IA, mais qui va chercher ces informations parce que je fais partie de ceux, évidemment, alors là je vais enfoncer des portes ouvertes, qui considèrent que c'est sans doute l'un des principaux défis qui se posent aujourd'hui au recteur que je suis. Et c'est effectivement cette question de temporalité qui m'intéresse. Je travaillais sur le temps en économie. Vous savez, aujourd'hui, en une fraction de seconde, on réalise plus de transactions financières qu'en plusieurs décennies, voire siècles
il y a encore quelques années. C'est cette temporalité qui nous questionne. Je n'ai que des questions à vous poser. Je n'ai que des questions à vous poser, mais je voudrais vous dire quand même, parce que c'est comme vous, je cherche à affiner le diagnostic de la situation, je voudrais vous dire quand même quelle est mon analyse de la situation aujourd'hui du point de vue de l'IA, parce que si déjà on partage le diagnostic, peut-être que c'est plus facile de trouver des réponses aux questions que je vais vous poser. Mais je suis rassuré parce que les questions que je vais vous poser sont précisément celles que vous avez choisi d'évoquer au cours de ces 2 journées. Donc je vais suivre très attentivement, monsieur le directeur, vraiment très attentivement, ce que vous tirerez en termes de relevé de conclusion, je ne sais pas comment il faut dire, de ces 2 journées. D'abord, la première chose que je voulais vous dire, parce que je crois que je ne l'aurais pas dit il y a quelques mois, l'IA est intelligente. La version de Claude 4.6, elle est plus intelligente que moi, incontestablement, en termes de temporalité, Monsieur le Président. Incontestablement. Elle est peut-être même plus intelligente que la somme des intelligences de cet amphithéâtre. Je ne l'aurais pas dit l'année dernière, je ne l'aurais pas dit au mois de juin dernier. Je ne l'aurais pas dit au mois de juin dernier, puisqu'on commençait à appliquer les premiers tests de QI à ChatGPT, version 1, version 4. Version 1 se plantait lamentablement. Version 4 réussissait sur les 80 questions 40. Aujourd'hui, les spécialistes de l'IA, Monsieur le Président, parlent de super IA ou de méta-IA, de super IA. C'est-à-dire on commence à envisager quelque chose qui était totalement de la science-fiction il y a encore 4 ou 5 mois, qui est une IA qui aurait des capacités d'intelligence. Alors après, il faudra définir l'intelligence. Hein. Mais je crois que c'est ce rapport aussi à la rapidité d'exécution qui est en cause, qui serait supérieur à la totalité des cerveaux humains de la planète, vous le savez. Ce sont des sujets aujourd'hui sur lesquels on écrit, on produit des gens très sérieux dans les revues scientifiques, alors que le sujet n'était pas pertinent il y a encore quelques mois simplement. Je n'ai pas demandé à Claude de préparer mon topo. J'aurais certainement dû le faire. Il aurait été sans doute plus performant, plus percutant. Il aurait évité les hésitations. Il aurait évité les hésitations que j'aurais à produire encore devant vous et que j'ai peut-être déjà produites. Je vois aujourd'hui dans les notes qui me remontent en tant que recteur, celles qui ont été rédigées avec l'assistance de l'IA. Incontestablement, elles sont excellentes. Incontestablement, elles sont excellentes. Alors après, on pourra se poser la question du formatage, de ce qu'il y a derrière. Mais incontestablement, elles sont excellentes. Je suis économiste de formation et ce qui me trouble aujourd'hui, c'est que l'intelligence ne vaut plus rien. C'est quoi l'abonnement à la version 6 de Claude? C'est quelques centaines d'euros, je crois. Même pas. L'intelligence ne vaut plus rien. Ça a des conséquences énormes. Enfin, ça ne vaut plus rien, ça vaut quelques dizaines d'euros. Ça, c'est des conséquences évidemment sur l'organisation économique. Ça va avoir des conséquences majeures sur la fiscalité. Évidemment, on le sait, on rentre dans une année d'élection électorale et on voit bien que certains candidats ont compris l'intérêt de tout ça. Ça va avoir des conséquences politiques majeures. Ce que les économistes et la société appellent l'État-providence est évidemment remis en cause par l'IA. Le travail, l'oisiveté, l'arbitrage entre le temps de travail et le temps de loisir est remis en cause. Keynes en 1929, alors Keynes, grand économiste, tout le monde connaît Keynes. Bon. Alors, il y a les libéraux, il y a les keynésiens. Hein, d'accord. Keynes, 1929, lettre à mes petits-enfants. 1929, lettre à mes petits-enfants. Vous connaîtrez un monde, alors petits-enfants, hein, vous connaîtrez un monde où on travaillera 3 heures par jour. Bon, est-ce qu'on travaillera encore tous 3 heures par jour? Il voyait d'ailleurs cette société de loisirs, Keynes, avec effroi. Ce que d'ailleurs les expériences spécialistes de la psychologie sociale ont bien montré. Hein. L'oisiveté produit à l'heure actuelle dans nos sociétés des conséquences assez dramatiques. Hein. Suicide, addictologie,
Enfin, on connaît ça très bien, avec effroi. Keynes avait raison d'écrire cette lettre à ses petits-enfants. On parle de changement civilisationnel, et je pense que oui, le sujet est vraiment là. Et évidemment, avec des enjeux anthropologiques qui sont énormes. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la spécificité de l'humain, la question de la complémentarité. Et là, on voit qu'il y a des débats énormes hein, entre ceux qui disent que tout est là, dans la complémentarité entre l'homme et la machine, tout est là. Ceux qui disent le sujet est déjà derrière nous, parce que l'IA couplée aux 1,5 milliard de robots produits sur les 10 prochaines années à l'échelle des États-Unis. Je n'ai pas le chiffre pour la Chine. L'IA couplée aux 1,5 milliard de robots va faire que les thèses les plus optimistes de mon ami Philippe Aghion, prix Nobel d'économie, en disant « Mais non, c'est une révolution industrielle comme les autres. Mais non, seuls les cols blancs, comme on disait à une certaine époque, sont touchés. Mais non, seuls les métiers qui peuvent être totalement automatisés seront véritablement touchés. » Ces thèses sont remises en cause par le fait que l'IA couplée à un robot permettra de réaliser, évidemment, également des tâches manuelles. On parlait de véhicules tout à l'heure et de voitures. Je me suis intéressé à ce sujet pour regarder les choses, parce que voilà, une voiture, un mur, c'est quand même des tâches très manuelles. Un robot couplé à l'IA, aujourd'hui, est capable de réparer un moteur de véhicule de manière bien plus performante sur l'établissement du diagnostic et ensuite sur la réparation que ce qui est capable de le faire un humain. Alors performante en termes, Monsieur le Président, tu as raison, en termes de temps et de temporalité. Qui va payer l'addition? Qui va payer l'addition? Effet Mathieu. Hein. Alors, effet Mathieu, à chaque fois qu'il y a un changement important ou une crise importante, l'effet Mathieu joue. Ceux qui ont, vous voyez l'effet de Mathieu, Saint Matthieu, l'apôtre, celui qui, les riches auront de plus en plus et les pauvres auront de moins en moins. Enfin, pour résumer, ça a été le Covid, hein, les amis. Hein. Les inégalités ne se sont jamais autant accrues au moment du Covid. Hein. Donc à chaque fois qu'il y a des chocs externes, l'économiste appelle ça des chocs externes, eh bien, l'effet Mathieu semble jouer. Qui va payer l'addition en termes d'accroissement des inégalités? Inégalité, pas seulement en termes de richesse, hein, inégalité d'accès au savoir. Comment on conçoit aujourd'hui, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Recteur, chers collègues, comment on conçoit aujourd'hui les métiers auxquels on doit aujourd'hui former les élèves? Quels sont les métiers pour lesquels on doit former nos élèves? Bon. Alors l'éducation, ça c'est le diagnostic. C'est pas le mien, hein. Je ne me risquerai pas devant vous à vous donner ce que je pense. C'est ce que je lis et je vérifie mes sources, parce que un des enjeux de l'IA aussi, c'est le deepfake. Hein. On nous dit que 50% des fakes sont déjà produites par l'IA. Donc je fais très attention dans l'utilisation des sources. Et maintenant, on vient à l'éducation, faire très attention à l'utilisation des sources. Si effectivement, et c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter 30 secondes sur le diagnostic, si on ne pense pas que l'IA est intelligente, évidemment, la question des enjeux pour l'éducation n'est pas la même. Donc vous avez compris que je fais partie de ceux qui pensent que l'IA est intelligente, et donc ça pose vraiment de sérieux enjeux en termes d'éducation. On en parlait tout à l'heure avec Monsieur le Président et le directeur de l'INSPE. Il y a une profession qui a bien compris ça, hein, peut-être avant tout le monde, profession médicale. Les médecins, comment dirais-je, qui se souviennent du serment d'Hippocrate, tous normalement, vous disent à mot couvert que pour établir un diagnostic, d'un point de vue déontologique, aujourd'hui, se priver de l'IA, c'est quand même compliqué. Les meilleurs PUPH, vous savez, les meilleurs PUPH pour avoir été président d'université, c'est neurochirurgie. Hein? Comment? Ophtalmo, voilà. Mais on y est.
Ils vous disent quand même qu'aujourd'hui, pour faire des gestes précis de chirurgie, l'IA couplée à la robotique, bon, voilà. Je ne parle même pas, tout le monde connaît, un radiologue qui se prive de l'IA aujourd'hui, c'est presque, je mets plein de guillemets parce que je suis filmé, c'est presque criminel, se priver de... Bref. On doit changer de tempo. La réflexion est trop lente parce que je crois qu'on doit repenser toute la chaîne éducative. Je le crois vraiment. J'en ai l'intime conviction et je pense que nous partageons ça. Et il faut répondre à une question fondamentale, transversale, vous l'avez dit, pour repenser cette chaîne éducative. Quelle est la spécificité de l'humain? Et donc, c'est cette fameuse idée de complémentarité. Quelle est la bonne complémentarité? Quelles sont les bonnes complémentarités? Et donc, plein de questions à vous poser. La première, peut-être, qu'allons-nous apprendre à nos enfants et avec quelle méthode? Qu'allons-nous apprendre à nos enfants et avec quelle méthode? Il y a un consensus pour dire que plus on est intelligent, mieux on se sert de l'IA. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai lu, il y a un consensus pour dire que plus on est formé, intelligent, accès à la culture, mieux on se sert de l'IA. Ce qui est un peu rassurant, hein, mes chers collègues, ça veut dire que ce que nous appelons depuis des décennies les savoirs fondamentaux, le socle, la culture, le langage, la résolution de problèmes, quand on dit chez nous d'un point de vue très techno, enfin les évaluations, l'esprit critique, un grand mot, eh bien tout ça, non seulement ça compte aujourd'hui, mais semble-t-il, ça va compter encore plus demain. Vous me direz si je me trompe ou pas. Ça veut dire que l'éducation, vous savez, celle qui permet de comprendre autrui, le monde dans lequel on vit, les autres, eh bien, c'est un des éléments de cette complémentarité homme-machine qui sera déterminant, semble-t-il, pour faire les meilleurs usages de l'IA. Donc on revient effectivement aux fondamentaux. Le rôle des humanités, alors non, pas un peu oublié. Les humanités, on en fait beaucoup. Et surtout depuis que les appels à projets ont rendu absolument obligatoire les humanités, y compris pour répondre aux appels à projets dans des disciplines, des sciences dites dures. Mais enfin là, le rôle des humanités va être décisif. Oui, non. Les vieux sujets, en 2018, j'avais produit un rapport pour l'inspection générale 2018 sur l'innovation pédagogique numérique et la transformation des universités. J'étais venu à Grenoble justement observer ce qu'on faisait. Vous savez, ces vieilles idées, la classe inversée, la classe renversée, notre ami à l'université catholique de Lille. Tous ces sujets, est-ce qu'ils ne reprennent pas une autre forme d'actualité avec l'IA? La question essentielle de l'individualisation des apprentissages, ce qu'à mon époque on appelait les traces d'apprentissage, mais qui effectivement c'était la préhistoire de l'individualisation des apprentissages. Évidemment, vous l'avez dit, monsieur le directeur, le rapport aux examens et aux devoirs à la maison, le grand retour de l'oral, enfin le grand retour, n'exagérons pas, l'oral a toujours été valorisé, y compris avec le baccalauréat. Je pense à l'enseignement supérieur, où, à mon époque, faire passer des oraux à des amphis de 800, ça prenait à peu près 3 semaines, et puis on a trouvé la solution, c'est qu'on ne faisait plus passer d'oraux, comme ça au moins, on maximisait le temps. Le grand retour des oraux. La question aussi d'enseigner l'IA. Enseigner l'IA pour maîtriser la machine. OK? À partir de quand? Et puis le rôle des enseignants. Le rôle des enseignants. Je trouve un autre élément de consensus dans les travaux que j'ai lus sur l'impact de l'IA sur l'éducation. Cette idée qui est d'une banalité déconcertante, mais c'est bien aussi de revenir sur les fondamentaux. L'école, l'éducation doit être axée désormais, comme toujours, j'allais dire, sur la progressivité encadrée selon le niveau cognitif des élèves. Voilà, donc avoir une école qui est toute orientée sur la progressivité encadrée selon le niveau cognitif des élèves, en ayant toujours soin de penser
comme c'était le cas déjà avec Internet et le numérique avant l'IA, de distinguer la distinction entre l'accès à l'IA et l'usage de l'IA. Oui, ça réhabilite le rôle du prof, je crois. Ça réhabilite le rôle du prof, ça le rend peut-être plus difficile. On a tous connu cette tension dans nos enseignements, je crois. Enfin, moi, je la ressentais, entre délivrer de la connaissance et construire de l'intelligence. Bon, les deux vont de pair, évidemment. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Mais on voyait très bien qu'on avait cette valence. Et puis, pour ceux qui sont à l'université, la majorité d'entre vous, le sentiment quand même que dans les premières années, on délivre plus de connaissances, même si on essaie de construire l'intelligence. Et puis, plus on monte, première année, deuxième année, puis master, doctorat, plus on est dans cette logique de construction de co-construction d'intelligence. Et naturellement, il faut faire les deux. Et je me disais déjà à l'époque qu'un jour, sans doute, mon métier de diffuser de la connaissance, c'est un métier qui était peut-être déjà un peu derrière moi parce que d'autres outils me permettaient d'être peut-être plus efficace et d'aller plus vite. Et encore une fois, je ne parlais que de l'accès à Internet. Je crois que là, pour le coup, le job de prof va vraiment venir sur cette valence, qui est quand même la raison, je crois, pour laquelle nous avons choisi ce métier, qui est cette valence de construire de l'intelligence, de co-construire de l'intelligence avec chacun de nos élèves. Et ça, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant parce que, en fait, c'est les fondamentaux de l'éducation. Vous vous souvenez de Montaigne, 1580, Montaigne, une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Eh bien, je crois que l'IA nous permet de redécouvrir un vieux conseil. C'est rassurant. De 1580, un enseignant, il est là pour accompagner les élèves, plutôt pour construire une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Je crois que c'est rassurant. Voilà, merci. Merci, monsieur le recteur de l'Académie de Grenoble, pour ces propos qui vont dans le sens des axes qui ont été retenus pour les printemps de la recherche. Et je pense que les questions que vous avez soulevées traversent les 4 axes. Alors, maintenant, on va passer au cœur de ces 2 journées. Je vais présenter le déroulement. Alors, d'abord, ces 2 journées vont être caractérisées par plusieurs événements, plusieurs dispositifs, dont 3 grandes conférences, 2 tables rondes, la présentation d'un projet de recherche collaborative, parce qu'on y tient beaucoup à cette recherche collaborative, et de montrer comment, ensemble, on peut apporter des réponses à des questions soulevées à travers cette thématique. Et bien sûr, un événement important, celui du prix poster doctorant Jacques Ginessi, grâce au soutien de la CASDEN et de la Maïf, et pour la 2e année consécutive, un prix public qui est organisé grâce au soutien de la MGEN. Je voudrais maintenant adresser mes remerciements les plus sincères à nos partenaires institutionnels, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, à nos partenaires fidèles, CASDEN, Maïf, MGEN, et remerciements aussi au comité de pilotage. Monsieur le Président l'avait déjà remercié. Vraiment un travail qui a démarré au mois de septembre, je pense même juillet. Et je tiens à remercier également les 12 intervenants, les 12 modérateurs du cycle des webinaires qui a eu lieu en mars, les 18 intervenants qui sont présents ici pour les conférences et tables rondes à Grenoble pendant ces 2 jours. Le grand témoin de cet événement, Pascal Brand-Pomarez, qui a accepté d'être le grand témoin pour le regard qu'elle apportera sur la question cruciale de l'intelligence artificielle en lien avec la formation et le métier de l'enseignant. Un merci tout particulier à l'équipe de Grenoble, de l'INSPER, qui s'est mobilisée pour organiser ces journées. Donc, vraiment un grand merci. La liste serait longue. Merci à Marianne et à toute l'équipe de
du réseau des INSPE, au bureau du réseau des INSPE. C'est vraiment, il y a tout un travail derrière qui prend des semaines, des mois pour arriver à ces 2 journées. Et donc, je suis vraiment ravi d'être là pour partager avec vous ce moment. Et puis, je salue également tous les candidats au prix Poster Doctorant, qui en particulier, il y a eu 16 finalistes. Je ne sais plus, oui, combien de candidatures, je ne me rappelle plus. 44 propositions, 16 finalistes, ce qui montre cette dynamique des doctorants pour participer et contribuer à ces 2 journées. Et donc, pouvoir mener accompagner ces doctorants au niveau des posters, mais aussi les évaluer, et il y a un jury. Donc, ont été évalués par 57 chercheurs, répartis sur tout le territoire national, des différentes académies, des différentes disciplines. Donc, je tiens à les remercier. Il y a eu double évaluation, voire une triple évaluation de certains posters. C'est vraiment un vrai événement scientifique de qualité. Et donc, aujourd'hui, pendant ces 2 journées, donc, il y a les 16 finalistes qui seront parmi nous. Et puis, il y aura le jury qui va, pour la finale de ce qu'on appelle 180 secondes, qui aura lieu le 4 juin, donc jeudi matin. Et donc, les posters sont affichés dans le hall, juste à côté, que vous pouvez aller voir à tout moment. Mais il y aura aussi un moment dans la journée où vous pouvez échanger avec les doctorants. Alors, dans le cadre du prix du public, c'est important de vous expliquer comment ça va se passer. Chaque participant sera invité à voter pour 3 posters, obligatoirement. Les votes seront ouverts uniquement le 4 juin, à l'occasion de la finale. Un seul vote par personne. Et une fois validé, on ne peut plus modifier. Nous recommandons donc aux personnes assistant aux présentations orales d'attendre ce moment pour voter, mais ça n'empêche pas, bien sûr, d'aller partager, échanger avec les doctorants avant. Pour finir, cette année, nous avons le plaisir de faire de cet événement aussi un grand moment de présentation, mais aussi annoncer les résultats des lauréats de l'AMI, projet de recherche sur la formation des enseignants, qui est porté par INSPE. Plusieurs INSPE ont répondu à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, je ne vais pas dire plus, puisque demain, avant l'annonce, donc, on va présenter de quoi s'agit-il et le contour et le périmètre. Et je remercie, bien entendu, toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de cette l'AMI, mais aussi aux évaluations. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon printemps de la recherche 2026, qui soit un moment de rencontre, de débat, d'échange au service de la recherche et de l'éducation. Et tout ceci, ce qui a été dit par M. le Président, on le fait pour nos élèves, je pense. Merci bien.